Donc on a vu ce matin le mécanisme de la procédure participative, comment les choses s'articulent et comment donc matérialiser l'accord. On a vu aussi que évidemment la communication entre les parties fait partie des choses essentielles pour parvenir à un accord et que on peut tout à fait faire intervenir un tiers, comme je l'ai dit ce matin, pour essayer de rétablir donc la communication, mais on peut aussi, si on a une formation aux techniques d'écoute, reformulation et négociation raisonnée, accompagner les parties plus facilement donc dans la recherche de l'accord. Vous avez donc cet après-midi 3 médiateurs avec des profils différents. Catherine Emmanuel, qui est ici et qui est donc médiatrice, coach et formatrice, qui n'est pas avocat. Irbod Degani-Hazard, qui est avocat, médiateur et président d'une association d'avocats médiateurs qui est l'AME. Et puis Daniel Ganancia, qui a été avocat, qui a été magistrat et qui est maintenant médiatrice. Donc on va démarrer par Catherine qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous quittera à 16 h. Puis on fera une petite pause à 16 h et on enchaînera avec Irbod et Daniel. Et on gardera bien évidemment un moment pour les questions que vous aurez à poser, sachant que ce sont ces techniques qu'on va voir cet après-midi qu'on mettra en pratique demain au moyen donc d'exercices qu'on fera ensemble. Catherine Emmanuel. Merci Karine. Bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là avec vous. Bonjour aussi aux personnes, puisqu'apparemment on est filmé, qui nous verront et que nous ne voyons pas. On pense déjà à eux. J'espère que tout le monde a bien déjeuné, que tout le monde a bien profité de la première matinée. Et je suis très contente d'être avec vous parce qu'en tant que médiatrice, j'ai souvent entendu les personnes me dire, alors je cite, les avocats, ça n'a pas vraiment fait avancer les choses. Je voulais que ça avance, j'ai pensé à la médiation. Et moi, là, depuis que je sais qu'il y a la procédure participative, je sais que vous pouvez faire avancer les choses en tant qu'avocat. Et je dirais même sans les médiateurs. Donc vous pouvez parfaitement, grâce à la procédure participative, faire avancer les choses d'un point de vue amiable. Alors on va, si vous voulez bien, pour cette petite conférence, on a dit 16 h, on verra si on finit un petit peu avant. Le tout, c'est que vous soyez confortable et que tout se passe au mieux. Il y aura deux parties. D'une part, une première partie sur la négociation raisonnée et une deuxième partie sur les techniques de communication, de reformulation et de communication non violente. Je vais essayer d'aller assez vite et en même temps prendre le temps pour que vous puissiez comprendre l'essentiel, sachant que vous aurez le PowerPoint ce soir, donc ne paniquez pas si vous ne pouvez pas tout noter. Essayez juste d'être attentif et de noter l'essentiel pour vous et ce qui vous paraît tout de suite pertinent. Demain, vous aurez, comme Karine a dû vous le dire, des exercices pratiques pour pouvoir mettre en application certains outils. Alors, la négociation raisonnée, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est une méthode. Méthode en grec, ça veut dire un chemin. Donc, c'est une façon d'amener les personnes dans une résolution amiable des choses. Mais d'une façon négociée, c'est-à-dire que je ne vais pas imposer ma position, je vais passer de position non négociable à une négociation des positions. Alors, cette méthode, elle est issue, ça c'est pour votre culture personnelle, des travaux de Fischer et Uri, vous pourrez aller voir un petit peu plus précisément. Ça date des années 80 de l'autre siècle, donc ça fait déjà un certain temps que ça a été éprouvé. C'est populaire mais mal connu, ça tout le monde en parle, très peu de personnes en pratiquent. Là, je vous en parle, nous la pratiquons et je pense que sans le savoir, vous la pratiquez déjà, cette négociation raisonnée. C'est fondé sur la coopération par opposition à la compétition qu'on a typiquement dans les procédures de type contentieux. Coopération, cette fois-ci, non seulement entre les parties, mais surtout, et c'est là l'essentiel, et à mon sens, c'est vraiment ce qui fait toute la force de la procédure participative, coopération entre les avocats. Et ça change absolument tout. Qui vise un rapport, bien évidemment, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour gagner, j'ai besoin également que l'autre soit gagnant et que tous les deux, on gagnera davantage si l'autre gagne en même temps que moi.
Alors, ce choix de la négociation raisonnée, il se fait par opposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la procédure judiciaire contentieuse. Donc ça implique d'une part d'éviter la riposte. On m'attaque par une procédure, je réponds par une procédure. La ruse, donc je vais essayer par d'autres moyens détournés d'avoir le pouvoir, ou alors une forme de soumission qui est, bon, a priori, je donne raison à l'autre. Dans les trois cas, je perds. Choisir la procédure participative, cette forme de négociation raisonnée, c'est choisir la stratégie dégâts mutuels. Concernant la stratégie, on reviendra tout à l'heure sur le rôle de l'avocat plus spécifiquement et par quelle étape passer avant, pendant et après éventuellement le conflit pour mettre en place cette stratégie et l'adapter réellement aux besoins du client. Tous les outils qui vont vous être donnés sont très importants parce qu'on va appliquer les mêmes outils au préalable avec notre client pour mettre en accord notre stratégie, celle qui va valider par rapport à ses besoins réels. Alors, pour bien comprendre l'intérêt du choix de la coopération par rapport à la compétition, je vous ai mis un petit tableau qui est issu de la théorie des jeux et qui permet de synthétiser ce qui se passe quand deux négociateurs sont soit sur un mode coopératif, soit sur un mode de compétition. On voit que quand A choisit la coopération et que B choisit la coopération, ils sont plus de manière beaucoup plus nette que si l'un est du côté de la compétition et l'autre du côté de la coopération. Et si les deux choisissent la compétition, les deux sont perdants encore plus nettement que si l'un des deux choisit la compétition et l'autre la coopération. Ça, ce sont des choses que vous pouvez voir de manière très claire, ces choix de coopération dans, par exemple, les télécoms. Par exemple, vous savez tous ceux qui avaient un portable, vous savez que les télécoms ont eu intérêt à s'entendre pour tenir le marché. Donc j'ai toujours intérêt à m'entendre avec mes adversaires pour pouvoir gagner le marché. Si je ne m'entends pas, prenons par exemple le conflit israélo-palestinien, on voit bien qu'il n'y a aucun gagnant et tous les deux sont perdants sur le long terme. Cette matrice de choix, elle vaut sur le long terme. C'est-à-dire que si je choisis la compétition, sur le court terme, je peux gagner. Mais sur le long terme, je me suis fait un ennemi, donc j'aurai de toute façon quelqu'un qui cherchera à me nuire. Sur le long terme, j'ai intérêt à choisir la coopération toujours. Ce point, on verra aussi tout à l'heure que on a l'habitude, d'une manière très pragmatique, de dire que 1 plus 1 égale 2. En réalité, dans les modes amiables, d'une manière générale, on va aller chercher le 3, le 4, le 5, c'est-à-dire faire vraiment notre métier, merci, et amener une ingénierie, une plus-value par rapport à ce qu'on peut simplement proposer sur les options en qualifiant les problèmes, en donnant la solution en droit. C'est-à-dire que quand vous êtes en négociation, 1 plus 1 égale 3. Il y a plus, on gagne encore plus en coopérant et en négociant avec l'autre que ce que j'aurais gagné tout seul. Alors, l'intérêt de la négociation raisonnée dans la procédure participative. Tout d'abord, c'est une négociation qui est encadrée par une convention. Ça, c'est un atout parce que vous avez un cadre clair qui est posé. Donc, les personnes savent exactement à quoi s'attendre. Pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsque je suis en conflit, je suis en insécurité. La convention, c'est quelque chose qui va d'emblée me sécuriser. Également, le fait que cette négociation soit menée en présence des conseils. Donc, je ne suis pas seule dans la négociation, je suis accompagnée de la personne qui est censée me représenter et défendre au mieux mes intérêts. Également, la possibilité de recourir à un expert, c'est-à-dire que l'espace de négociation est ouvert à toute personne qui pourrait apporter son savoir, son savoir-faire, son ingénierie. Et donc ça va permettre un réel engagement des acteurs de la négociation. Je suis dans un cadre sécurisé, je suis en présence de mon conseil, je peux recourir à un tiers qui m'apportera son savoir technique dont j'ai besoin, je peux beaucoup plus facilement m'engager. Parce qu'il faut bien savoir que lorsque les personnes sont en conflit, elles n'ont envie que d'une chose, c'est surtout pas de rencontrer l'autre, surtout pas de dialoguer avec l'autre, surtout pas de négocier avec l'autre. Donc j'ai besoin de ce cadre-là pour accepter de rencontrer l'autre.
Également, autre intérêt, bien évidemment, la prise en compte du facteur humain. C'est-à-dire que là, je ne gère pas un dossier, ce sont les personnes elles-mêmes qui sont en présence, même en présence de leur conseil, ne sont pas simplement représentées, elles sont actrices de la négociation. Et donc vous-même, en tant qu'avocat, vous avez une autre posture. C'est-à-dire qu'on agit de personne à personne. C'est une véritable rencontre qui va être possible dans cet espace. Alors, ça fonctionne pas. En tous les cas, s'il y a une solution qui émerge, vous l'avez vu et vous le savez, elle peut être homologuée par la justice de manière accélérée. En cas d'échec, identifier la mésore. Qu'est-ce que c'est que la mésore? Lorsque je négocie, c'est toujours important d'avoir à l'esprit la meilleure solution de rechange. C'est-à-dire que quand je viens dans l'espace de négociation propre à la procédure participative, je sais qu'en cas d'échec, pourquoi pas, principe de réalité, en cas d'échec des négociations, j'ai une autre solution de rechange. Donc je peux toujours faire autrement. Ce n'est pas quelque chose qui va m'enfermer. C'est une option qui m'est donnée. Et si ça ne fonctionne pas pour X raisons, je peux toujours faire autrement. Donc c'est important d'un point de vue stratégique, on le verra tout à l'heure, lorsque vous accompagnez vos clients, de savoir, OK, on va dans cet espace de négociation, si ça ne fonctionne pas, voilà les solutions de rechange. Ce qui veut dire que votre client est doublement sécurisé et vous aussi par la même occasion. Tu veux intervenir ? Juste là, il y a 3 phases en réalité. Il y a la phase, vraiment dans la convention de procédure participative, sur laquelle il faut attirer l'attention. C'est qu'il y a la phase où on parle avec son client et on parle des alternatives possibles. La phase où on est entre confrères et on envisage aussi ce qui est possible le cas échéant. Ça peut ne pas être exactement la même chose qu'on a vu avec son client, parce qu'on est aussi dans une discussion avec le confrère avant même qu'il y ait la finalité de la convention et qu'on se retrouve à 4, et la phase à 4. Donc il faut bien distinguer à chaque étape ce qu'on va devoir et pouvoir donner comme information, ce qu'on va pouvoir attendre de l'autre, et ça demande beaucoup de préparation et de suivre le process qui va venir dans quelques instants. Et donc, in fine, toujours la possibilité de saisir la justice. C'est-à-dire que cette procédure participative et cette négociation dans un cadre amiable n'occulte pas, vous le savez, la possibilité toujours de recourir à une procédure contentieuse. C'est une énorme liberté. Alors, les 4 règles de la négociation raisonnée. La première des règles, c'est un petit peu théorique, mais c'est toujours intéressant de le savoir, distinguer les problèmes à régler des questions de personnes. On dit souvent être dur quant aux questions débattues, mais doux avec les négociateurs. Ce qui pose problème lorsqu'il y a un conflit, c'est qu'on s'imagine que le problème, c'est l'autre. Et à partir du moment où je m'imagine que le problème, c'est l'autre, évidemment, je ne vais pas négocier avec l'autre, puisque c'est lui le problème. Seule solution, éliminer l'autre. Donc là, il s'agit d'avoir un changement de perspective, de penser autrement, de se positionner autrement et de se rendre compte qu'il y a le problème d'un côté, les personnes de l'autre, et c'est en recourant à la rencontre avec l'autre, en travaillant de personne à personne, qu'on va pouvoir ensemble résoudre le problème. C'est l'esprit même de la coopération. Chercher donc les intérêts qu'il peut y avoir derrière les positions affichées. Je vous disais tout à l'heure, passer de position non négociable à une négociation des positions. C'est possible dès lors que je ne m'arrête pas à ce que l'autre revendique, je ne m'arrête pas moi-même à ce que je revendique, j'essaye de savoir ce qu'il y a derrière. Et on se rend compte souvent qu'on a des intérêts en commun. Et il y a une forme d'intercompréhension qui va pouvoir se mettre en place parce que l'autre, in fine, veut à peu près la même chose que moi et à tout le moins continuer à avancer, continuer à recueillir le meilleur pour lui. Et moi aussi, je vais le meilleur pour moi-même. Donc de ce point de vue-là, déjà, on peut s'entendre. Et le meilleur pour tout un chacun, c'est souvent le meilleur pour l'entreprise, le meilleur pour la famille, le meilleur pour la copropriété. On a toujours, à un moment donné, des intérêts convergents. Mais tant que j'en reste à des positions, je ne peux pas les faire émerger. Imaginez un grand éventail de solutions, c'est-à-dire que lorsque j'étais sur une position non négociable, il n'y avait qu'une seule solution qui était, puisque j'ai raison et que l'autre a tort, que l'autre cède ou que l'autre me donne raison, en tous les cas que j'obtienne ce que j'ai demandé de prime abord. À partir du moment
où j'ai une analyse un petit peu plus complexe de la réalité, où j'essaie de savoir et de comprendre ce qui est réellement en jeu. Que je ne m'intéresse pas qu'aux problèmes, mais que je m'intéresse également aux personnes, à ce qui est important pour elles, il y a une panoplie de solutions qui vont se mettre à émerger. Parce que ça, c'est le produit de l'intelligence collective. Dès lors qu'on va négocier à deux, qu'on va penser à deux, vont émerger des solutions auxquelles je ne pensais pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le 1 + 1 = 3. La solution sera beaucoup plus riche que ce que seul j'aurais pu imaginer. On voit en pratique que c'est peut-être un peu imagé, mais c'est la réalité. Qu'un client vient vous voir pour un recouvrement de créance et la première chose qu'il vous dit, c'est « je veux sa peau ». En réalité, il ne veut pas sa peau, il veut autre chose. Et au fur et à mesure de la discussion, on avance et on voit que son intérêt, c'est de recouvrer tout ou partie de la somme avant un certain délai et dans certaines conditions. Donc la question à se poser, c'est est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'il est plus raisonnable que j'accepte d'avoir moins raison, mais plutôt ce que j'ai intérêt à avoir. Et ça, à chaque étape, il faut commencer à pouvoir le présenter à son client pour pouvoir rentrer, et puis après aux confrères, et au fur et à mesure faire émerger l'originalité d'une solution finale. Et pour imaginer cet éventail de solutions, il va falloir partir de critères objectifs, clairs, faciles à mettre en œuvre et acceptés de part et d'autre. Ça, ce sont des choses que vous validerez, on verra comment, que vous validerez avec votre client avant même qu'il y ait cette rencontre à 4. Alors reste, ça c'est la théorie, c'est très joli. Maintenant, quand même, le problème majeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en cas de conflit, je ne veux pas rencontrer l'autre, si ce n'est pour en découdre avec l'autre. Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce que je vais faire pour amener les parties à la table des négociations ? Alors, il y a 7 clés qu'on peut noter pour amener les parties à la table des négociations. La première, et ça c'est votre rôle de conseil, c'est le travail qu'on fait en amont d'évaluer la nécessité de résoudre le conflit. Parce que si je considère après tout que le conflit me donne des bénéfices secondaires et que je suis aussi bien dans le conflit, vous ne pourrez pas amener votre client à résoudre le conflit d'une autre façon et en tous les cas à le résoudre. Ça ne fonctionnera pas. Donc il faut déjà que la personne, votre client, considère qu'il y a une nécessité de résoudre le conflit plutôt que de laisser la situation pourrir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avant même d'imaginer aller dans cette négociation, c'est de s'assurer, et c'est toujours votre rôle de conseil, c'est là où vous avez une expertise fondamentale, la nécessité de résoudre le conflit à l'amiable, donc de choisir ce mode alternatif de résolution du conflit. Une fois que ces 2 temps ont été validés, il s'agit de définir un cadre clair et accepté de négociation. Ce cadre clair et accepté de négociation, il vous est fourni par la Convention. C'est notifié, c'est clarifié, c'est quelque chose qui peut être publié. Donc on peut même le négocier, on peut en discuter. C'est un outil de base pour permettre ensuite à un processus de se mettre en place. Informer également les parties des étapes de la négociation. On verra tout à l'heure quelles sont les différentes étapes. Une fois que ce travail a été fait, il va s'agir de reconstruire progressivement la confiance. Le terme confiance est un terme absolument essentiel, puisque ce qui manque lorsqu'on est en conflit, c'est précisément la confiance. Ce qui fait que je ne veux pas rencontrer l'autre, je ne veux pas dialoguer avec l'autre, je ne veux pas négocier avec l'autre, c'est que je pense qu'il va me faire un coup tordu. Je l'ai pratiqué et j'ai bien vu qu'il n'était pas spécifiquement aimable avec moi. Je m'imagine qu'il est méchant, mal intentionné, qu'il est de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Donc, comment faire pour bâtir à nouveau cette confiance? C'est là où vous avez une place tout à fait intéressante. Parce qu'à partir du moment où vous, en tant que représentant de votre client, vous faites confiance à votre confrère, vous faites confiance à travers votre confrère à la partie adverse, votre client qui vous fait confiance va de manière transitive accepter de faire le pari, parce qu'au début c'est un pari, de faire le pari de cette confiance. Au moins, à tout le moins,
Et c'est pour ça que je marque progressivement la confiance dans la procédure participative. La confiance dans cette possibilité de négocier avec l'autre. Sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, il existe cette meilleure solution de rechange. Donc même si ça ne fonctionne pas, au pire, ce n'est pas grave. Il y a une solution de rechange qui me sécurise. Il faudra également veiller à la co-construction de la négociation. Ce qui est important dans cette procédure participative, c'est qu'on est deux à s'engager en tant que conseil, 2 à s'engager en tant que partie. Donc il y a au moins 4 personnes qui vont co-construire ce processus. Il ne peut se mettre en œuvre que parce qu'il y a 4 personnes qui s'engagent. Ce qui veut dire qu'il y a également une notion d'équité. Chacun s'engage à peu près de la même façon. Chacun s'engage autant. C'est vous qui veillerez en tant que conseil à ce que les choses soient à peu près équilibrées. Mettre au pied un forum qui encourage le dialogue, ça c'est la rencontre. Lorsque vous êtes à 4, les 2 conseils, les 2 personnes, il y a dans cet espace une possibilité de discussion informelle. Il n'y aura pas nécessairement des étapes clairement définies. On parle de ça, puis on parle de ça, comme des petits wagons qui se suivraient. Vous aurez une liberté d'accueillir les préoccupations des personnes, d'accueillir les objets qu'ils pourront vous présenter le jour même, de telle sorte qu'il y aura une souplesse, une adaptabilité qui fait que les personnes se sentiront en sécurité et vous pourrez aller en profondeur dans la gestion de la négociation et de l'analyse des problèmes. Dernièrement, instaurer un processus de codécision, puisque la solution, ce qui importe, c'est qu'elle soit co-décidée. C'est ensemble que la solution va pouvoir émerger. C'est ce qui tranche tout à fait avec le juge qui, lui, décide seul, ou le mode de conciliation où un tiers décide seul, ou l'arbitrage où je m'en remets encore à quelqu'un d'autre. C'est une solution consensuelle. Dans la matière qui nous, dans le processus qui nous intéresse, pour reprendre cette étape, première étape, c'est l'avocat et son client. Puis, progressivement, c'est avocat-client, puis avocat-avocat. Et puis, on va commencer à aller aux 2 avocats vont avoir une même version, une même vision, ce qui va amener les clients à accepter qu'il y a peut-être autre chose vis-à-vis de leurs clients réciproques, sans être à 4 autour de la table. Puis, à partir du point 4, on va commencer à travailler à 4 réellement, à commencer à monter cette convention, à se mettre d'accord sur les éventuels points qu'il faudrait traiter et à se mettre d'accord sur les modalités, le délai, et tout ce que vous avez pu voir ce matin. Jusqu'à la fin, on va commencer cette coopération ou cette coopération ou cette action collective dans un objectif et un but commun. On va voir justement le déroulé des rencontres qui vont être programmées en 10 étapes. Donc comment vont se dérouler les rencontres et la préparation de ces rencontres de procédures participatives avec une négociation raisonnée. Bon, la première étape, bien évidemment, c'est la rencontre initiale avec le client. C'est quelque chose que vous allez travailler demain matin avec les outils de reformulation qu'on va vous donner tout à l'heure. Deuxième étape, c'est le premier contact entre avocats. C'est d'abord vous recevez votre client, ensuite, puisqu'il s'agit de travailler avec la partie adverse, s'assurer entre avocats qu'il peut y avoir un dialogue possible. Troisième étape, la réunion de préparation du client, puisque pour aller dans ce processus de la procédure participative, il y a tout un travail de préparation à la négociation raisonnée. L'entretien préalable entre avocats, qui est la 4e étape. Et la première rencontre à 4. Ça, ce sont les 5 premières étapes. Vous voyez qu'avant même qu'il y ait une première rencontre à 4, il y a 4 étapes au préalable qu'il importe de prendre le temps de mettre en place. Plus vous prendrez ce temps, plus la négociation raisonnée au sein de la procédure pourra se faire de manière la plus correcte possible et la plus confortable possible. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps-là pour vous préparer, vous accorder avec votre confrère et préparer également votre client et votre confrère lui-même prendra le temps de préparer son client. 6e étape, il y a un certain nombre
de débriefing entre client et avocat. C'est-à-dire qu'après la première rencontre, il importe de se demander comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on en a retenu, comment vous voyez la suite, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est votre ressenti, comment vous percevez les choses, qu'est-ce que vous souhaiteriez, de quoi auriez-vous besoin, qu'est-ce qui est important pour vous. Ensuite, on a encore des rencontres ultérieures de préparation avec le client. Je débriefe, je continue de le préparer. Ça y a une forme de coaching du client. De nouvelles réunions. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'une seule réunion puisse suffire. Peut-être ça peut suffire. Préparez-vous à ce qu'il y en ait plusieurs. Et quand les choses fonctionnent bien, on arrive à la rédaction d'un protocole d'accord qui se fait entre avocats, qui ensuite va être validé au cours d'une rencontre de clôture à 4. Protocole qui, comme vous le savez, pourra être homologué. Les 10 étapes dont vient de vous parler Catherine sont finalement la poursuite de ce dont vous a parlé Hélène ce matin en termes de transparence, de diligence à l'égard des clients pour leur expliquer quel est le déroulé et qui vous permettent d'avoir une lisibilité sur les honoraires que vous allez facturer. Donc en ça, ces 10 étapes sont extrêmement précieuses pour vous projeter. Alors, une fois qu'on est dans cet espace encadré par une convention de procédure participative et qu'une négociation raisonnée peut se mettre en place, il y a 4 étapes au sein même de cet espace qui peuvent être déroulées. La première chose, c'est par rapport au problème, on va demander, vous pouvez demander à votre client de décrire les faits. Ça, vous le savez, vous le faites d'habitude. Bon, jusque-là, pas de problème. Simplement, on ne va pas s'arrêter là, et c'est ce qui va nuancer ce que vous faites peut-être d'habitude en procédure contentieuse, de cette écoute spécifique qui pourra se mettre en place dans une négociation raisonnée. Pourquoi? Parce que ce qui importe, ce n'est pas tellement les faits, c'est la perception que chacun peut en avoir. Ce qui pose problème, ce n'est pas tellement ce qui s'est passé, c'est ce que je pense, moi, de ce qui s'est passé. C'est la façon dont moi, j'ai vécu ce qui s'est passé. Bref, ce qui me pose problème, ce n'est pas tant ce qui s'est passé, que ce qui s'est passé en moi lorsqu'il s'est passé telle ou telle chose. Donc ce qui est important vraiment, c'est de comprendre quels sont les besoins, les croyances, les valeurs qui sont en jeu derrière les positions affichées. C'est ça qui permettra, je le répète, de passer d'une position non négociable à une négociation des positions. Parce qu'on va vraiment descendre en profondeur dans les motivations concrètes et réelles des personnes. Troisième temps, imaginez un éventail d'options. C'est la souplesse même de cette procédure participative, puisque vous pouvez à peu près tout imaginer dès lors que c'est dans la légalité et que ça apporte des bénéfices mutuels. Évidemment, il y a un ensemble d'options qui pourront émerger et il y aura une solution qui sera retenue, solution qui, je le répète, doit être co-construite puisque c'est à 4 que les choses se font. Si ce travail est vraiment mené selon ces étapes, alors, même à la fin, s'il n'y a pas un accord, parce qu'on peut avoir un accord partiel et avoir un point de désaccord sur certains points qui nécessitent d'aller voir le juge, absolument, parce que c'est un fait, et puis c'est l'intérêt de nos clients, alors on pourra avoir déjà travaillé au préalable sur le contour d'une requête conjointe et gagner tout un temps qu'on a passé, et donc valoriser aussi ce travail plus facilement avec son client. C'est pas vécu comme l'échec dans ces cas-là. Alors, quand même, il y a un principe de réalité, et donc, nécessairement, je vais être obligée de vous parler des limites de la négociation raisonnée dans la procédure participative. Alors, si une des parties ne respecte pas le cadre de la négociation, qui est légal, bien évidemment, puisqu'il y a une convention qui l'encadre, déontologique, avec un certain nombre de règles, et pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe? Et qu'en plus, il y a soit une des parties qui reste dans le rapport de force. Donc là, ça va être compliqué d'avancer dans la procédure participative. Ou encore, qui instrumentalise la procédure pour obtenir autre chose qu'un accord amiable. C'est-à-dire que là, il faut quand même se méfier des personnes qui d'emblée, de vos clients, qui d'emblée vous diront « Ah oui, oui, oui,
J'ai très très envie de rencontrer l'autre, j'ai très très envie de négocier avec l'autre, j'ai très très envie d'écouter l'autre, j'ai très très envie de trouver une solution avec l'autre. A priori, s'il y a vraiment un conflit avéré, qui s'est bien installé, naturellement, la personne vous dira non, j'ai pas envie de rencontrer l'autre. Donc d'emblée, il s'agit d'être vigilant sur les réelles intentions de la personne pour ne pas vous laisser prendre au piège, ne pas vous laisser instrumentaliser. La personne également peut jouer un double jeu, voir votre confrère, je ne sais pas. Restez vigilant là-dessus. Une des personnes peut se montrer de mauvaise foi, ou de mauvaise volonté, ou encore malveillante vis-à-vis de l'autre partie. Ça, ce sont les limites qui font que dans cet espace-là, la négociation ne peut pas se dérouler correctement. Une dernière limite, et peut-être que ça aurait été la première, l'intérêt de votre client. Dans le cadre de la stratégie, si vous estimez que, parce que cet intérêt il peut changer, ou il peut émerger à travers le temps, qu'il n'est pas de l'intérêt de votre client de continuer à dialoguer pour quelque raison que ce soit, alors il vous appartient, on est responsable de l'intérêt de notre client, de mettre un terme aussi à ce processus de négociation. Je peux ajouter que ces limites ne sont pas définitives, c'est-à-dire que les choses peuvent évoluer dans le temps. On a un client qui peut, je prends par exemple le dernier point, on a un client qui peut être malveillant au début et avoir une posture extrêmement offensive. On est dans un rendez-vous à 4, on lève le rendez-vous, on essaye de s'expliquer avec son client. Enfin, ce sont des choses qui sont effectivement problématiques sur le moment et qui font que ça peut bloquer le processus, mais qui sont tout à fait évolutives. Est-ce que l'intérêt, c'est pas quelque chose d'assez compliqué à appréhender? C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans une sphère totalement juridique, c'est pas de l'intérêt de notre client de négocier puisqu'on est sûr qu'il va gagner le procès. Et puis finalement, on se dit son intérêt, c'est quand même de négocier parce qu'il en sortira mieux après, même si sur le plan juridique, il a lâché des choses. Donc est-ce que cette notion d'intérêt, en fait, est-ce que finalement, je veux dire, l'intérêt supérieur du client, c'est pas de trouver une solution amiable parce que finalement, à terme, c'est la chose la meilleure pour lui? C'est exactement ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire de voir s'il a raison d'avoir raison ou la raison veut qu'il n'ait pas tout à fait raison. C'est vraiment de voir avec lui son intérêt et son évolution. Ou formateur, un peu. Ou voir son évolution. Autre point, c'est que tous ces points, toutes ces limites ont aussi une seule limite. C'est que les avocats, nous ayons une même formation, une même perception de cet outil et une même pratique. Et d'où l'intérêt de cette formation. Alors, ceci étant posé au niveau des limites, dans tous les cas, qu'il y ait situation limite ou pas, j'aimerais vous prendre un temps pour que vous puissiez mesurer comment, d'un problème, on va arriver à une violence qui va émerger. C'est ça qui va vous permettre de comprendre tout l'intérêt, quand on est face à des limites, qu'elles soient au tout début ou qu'elles soient pérennes, comment est-ce que je vais recourir à différentes techniques pour résoudre ce problème des limites. Alors pour ça, j'ai besoin de comprendre ce qui est en train de se dérouler lorsqu'il y a un conflit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un conflit et une escalade du conflit? Bon, tout d'abord, il y a un problème. Très bien. Mais ce n'est pas tellement ça qui va poser problème. Ce qui va poser problème, c'est qu'il y a un désaccord entre deux personnes. Désaccord, c'est-à-dire qu'au départ, il y a deux positions qui vont s'opposer dans une logique binaire. L'un pense avoir raison, donc s'il a raison, nécessairement l'autre a tort. Donc je suis dans une logique où forcément un des deux seulement peut avoir raison. À partir de là, il y a une incompréhension qui va se mettre en place. Incompréhension, puisque sachant que j'ai raison, l'autre considère qu'il a raison, mais ça n'est pas possible que nous ayons raison tous les deux. Donc forcément, l'autre ne comprend rien, il ne comprend rien à ma position, l'autre a tort mais il ne le sait pas. Nous sommes dans deux positions antagonistes, donc nécessairement, je vais me fermer à l'autre, je vais me fermer à sa position, je vais me dire, mais l'autre déraisonne. Puisque j'ai raison, s'il pense que j'ai tort, forcément, il déraisonne. À partir de là, il y a l'agressivité qui va émerger. Je ne comprends pas que l'autre s'oppose à moi alors que je sais que j'ai raison. Et donc, je vais vouloir tout simplement imposer ma vision du monde. Et l'autre, comme il résiste, il refuse de recueillir ma vision du monde, nécessairement, on est dans une confrontation avec une agressivité qui devient de plus en plus prégnante.
Une fois que j'ai bien compris que l'autre refuse de m'entendre, qu'il ne comprend rien, qu'il refuse de reconnaître que j'ai raison, solution, rupture du dialogue. Avec incapacité à s'écouter. Puisque l'autre ne comprend rien, ça n'est plus la peine qu'on se parle. Et c'est là où on arrive à la violence. Puisque je suis convaincue à ce moment-là que l'autre est de mauvaise foi, de mauvaise volonté, voire malveillant. Pourquoi c'est important de mesurer cette escalade du conflit? Quand vous recevez les personnes, vous êtes au dernier stade. Quand je comprends comment je suis passée du problème à la violence, je vois qu'il y a une incompréhension. L'incompréhension, ça veut dire que je vais devoir, pour résoudre cette incompréhension, faire un travail sur le sens. Il y a incompréhension, ça veut dire que je vais dans un certain sens, l'autre va dans un autre sens, et nous n'arrivons pas à nous comprendre. Tout l'enjeu de la procédure participative, ça va être de construire un sens commun. Donc de choisir une tierce voie qui ne soit pas ou la voie de l'un, ou la voie de l'autre, mais une voie commune qui permette d'intégrer ces différents sens. C'est là où on peut parler d'une procédure de type dialectique, puisque j'intègre les opposés. L'agressivité, ça veut dire qu'il y aura nécessairement, on va le voir tout à l'heure avec les différentes techniques de communication non violente, il y aura nécessairement le besoin d'imposer un cadre où l'agressivité soit prohibée. Donc il y a une certaine façon de s'adresser à l'autre, et il y a donc nécessairement, pour que ce soit possible, une certaine façon de préparer votre client pour qu'arriver dans cet espace de procédure et de négociation, il n'est pas qu'une envie, c'est sauter à la gorge de l'autre. Rupture du dialogue, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je puisse permettre que les personnes se reparlent. Qu'est-ce qui va permettre qu'elles se reparlent? C'est que moi déjà, en tant qu'avocat, je parle à mon client et je parle à mon confrère qui représente mon client. Donc il y a un dialogue qui s'instaure avec mon client, il y a un dialogue qui s'instaure avec mon confrère qui lui-même dialogue avec son client, et in fine, ces différents dialogues vont permettre, par médias interposés, une reprise du dialogue entre les personnes. Et c'est en travaillant sur cette notion d'incompréhension, d'agressivité, de rupture du dialogue que vous pourrez résoudre le problème en vous attaquant à l'escalade du conflit. Pour aller même plus loin et peut-être être provoqué un petit peu, vous pourrez ne pas être vous-même un outil du conflit. Un exemple très précis, quand votre client vous dit « N'est-ce pas, maître, j'ai raison ?» Mais si, bien sûr, vous avez raison, il a tort. Alors qu'il y a peut-être, et on va voir les outils de reformulation, d'autres manières de discuter, de dialoguer, de communiquer avec vos clients pour que la perception soit faite, qu'il n'y a peut-être pas que sa raison, qu'il serait intéressant d'être dans une situation où la version de l'autre pourrait être audible aussi, et qu'après, éventuellement, s'il a raison d'avoir raison, il aura raison. Pour déconstruire cette escalade du conflit, précisément, on va recourir à certaines techniques de communication. Alors, pour pouvoir déconstruire cette escalade du conflit, il faut qu'on puisse se parler, reprise du dialogue, qu'on puisse écouter, se comprendre, donc il y a à nouveau une intercompréhension qui soit possible. Cette reprise du dialogue avec une possibilité d'intercompréhension va se faire à travers un triple travail sur les perceptions, c'est ce qu'Abod vient de dire. Donc on l'a vu tout à l'heure, ce ne sont pas tellement les faits qui posent problème, c'est la façon dont moi je perçois les faits. Les émotions et la communication. Alors, le travail sur les perceptions. Première des choses, bien comprendre que chacun, oui bien sûr, chacun a raison, mais chacun a raison de son point de vue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas dans la procédure de cesser de donner raison à votre client. Il ne s'agit pas de donner raison à son adversaire plutôt qu'à votre client. Il s'agit de faire comprendre à votre client que oui, bien sûr, il a raison. Mais il a raison uniquement de son point de vue et pas absolument. Absolument, ça voudrait dire que s'il a raison, l'autre nécessairement a tort. Mais si c'est de son point de vue, ça veut dire que quiconque se place de son point de vue peut comprendre les bonnes raisons qu'il a de considérer qu'il a raison. Donc quand vous lui demanderez ses raisons,
ce sera ses raisons à lui et pas la raison en soi. Ça vous décharge d'ailleurs à ce niveau-là, on le verra tout à l'heure au niveau des solutions, ça vous décharge d'avoir raison pour lui. Ça vous décharge de lui trouver une solution qui va à l'absolument droit et qui permette d'avoir raison contre l'autre. Il s'agit d'abord de reprendre ses bonnes raisons à lui. Il s'agit de partir d'où est votre client. C'est la première des choses à faire avant de l'amener sur le chemin de la négociation raisonnée dans la procédure participative. Dans la pratique, par rapport à vos clients, pour faciliter le dialogue, il faut quand même se dire qu'il faut lui dire la position en droit, que vous avez compris et qualifié son problème, parce que c'est ce qui vient chercher chez vous a priori, que vous avez éventuellement une solution avec les critères de cette solution, le délai, mais que vous en avez peut-être une autre à laquelle il pourrait participer, qui l'emmènerait à une autre solution qui serait aussi envisageable. Mais en pratique, on se rend compte que quand on ne fait pas ce travail préalable, les clients vous entendent moins bien sur la résolution amiable. Quand vous ne leur dites pas que vous avez compris leur problème en droit et que vous avez éventuellement la solution, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour eux. Alors, repartir du point de vue spécifique qu'a votre client, parce que ce point de vue-là, c'est ce qui va faire qu'il perçoit la réalité d'une certaine façon. Ce qu'on appelle le cadre de référence. Le cadre de référence qu'on peut dispatcher en 3 choses, à savoir les besoins, les croyances, les valeurs. C'est-à-dire que quand vous recevez votre client, il y a la position qu'il va afficher, il y a les demandes qu'il va afficher, il y a les revendications qu'il pourra avoir. Derrière cette position, derrière ces demandes, derrière ces revendications, il y a un certain nombre de besoins, de croyances et de valeurs. Les valeurs, de manière très succincte, on en reparlera demain concrètement et on va le voir tout à l'heure, c'est ce qui est vraiment important pour lui, indépendamment des positions. Ce qui est vraiment important pour lui, c'est ce qui va prendre le pas sur tout le reste. Une valeur, c'est quelque chose pour lequel je peux renoncer à tous mes besoins. C'est quelque chose pour lequel je peux mourir, c'est quelque chose pour lequel je peux cesser de manger, de boire, renoncer à toutes mes attaches. La valeur, c'est vraiment ce qui va primer pour moi. Il y a 10 000 valeurs. Ça peut être l'argent, ça peut être la loyauté, ça peut être la reconnaissance, l'amour. Il y aura 10 000 valeurs. Une fois que vous aurez repéré ce qui est vraiment important pour votre client et ce qui est également vraiment important pour la partie adverse, et ça c'est le travail de votre confrère, vous verrez ce qui est réellement en jeu dans cette négociation. Oui ? Juste bien distinguer valeur et jugement de valeur. C'est aussi très important, ça paraît évident comme ça, mais souvent on a des valeurs, mais nos propres perceptions. Alors là, je vais être plutôt un peu encore dans la provoque, mais c'est pas parce qu'un client vient vous voir avec un problème avec un garagiste que le garagiste est obligatoirement un voleur. Donc notre propre perception de nos jugements de valeur pèse aussi sur notre dialogue. Alors, on va détailler tout ça juste après. Donc la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que votre client se fait une certaine représentation de la réalité. C'est sa représentation, c'est sa perception, à travers un certain cadre de référence qui fait que dans ce cadre de référence, les choses prennent sens. Il s'imagine que sa carte du réel, sa carte de l'autre, sa carte du problème, sa carte du dossier, c'est le territoire, c'est la réalité. Vous avez la distance suffisante par votre professionnalisme, par le fait que vous n'êtes pas à sa place, par le fait que vous pouvez dialoguer avec votre confrère, par le fait que vous pouvez entendre via votre confrère ce qui importe pour la partie adverse, vous avez la capacité de lui montrer que sa représentation du réel, ça n'est pas tout le réel. Donc il y aura un véritable travail sur les représentations, un travail sur les perceptions. C'est indispensable parce que sinon les personnes ne renonceront pas à leur vision et si elles ne renoncent pas à leur vision d'elles-mêmes, du dossier, du problème, de l'autre, elles n'accepteront pas de s'engager dans une négociation raisonnée. Tout ceci permettra que, au sein de la procédure, il y ait une co-construction
entre mes perceptions et celles de l'autre, parce que j'ai pris conscience du fait que la réalité, c'est pas simplement le point de vue que j'ai sur elle, c'est pas simplement la carte que je peux avoir, c'est pas simplement ma représentation, mais la réalité, c'est non seulement ma carte, ma représentation, mon point de vue, mais également la carte, le point de vue de l'autre, sa représentation. Donc pour bien comprendre ce qui est en jeu dans ce dossier, j'ai besoin de recueillir les deux points de vue. J'ai besoin de passer par l'écoute de l'autre, par le dialogue avec l'autre, pour bien comprendre de quoi il en retourne. Là, on va regarder un petit peu plus précisément ce travail sur les perceptions et notamment le fait que chacun, oui, a raison, mais chacun a raison de son point de vue. Et je vais demander à Daniel, si tu veux bien, lire ce texte de Raymond DeVos. Merci. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison, alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sont raison encore. Là, j'insiste, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Merci Daniel. Alors, dans ce texte de Raymond DeVos, il y a une phase essentielle que j'ai soulignée. Quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Dans l'espace de procédure participative, la première des choses à demander à votre client, c'est de lui demander précisément toutes les bonnes raisons qu'il a de penser qu'il a raison. C'est par ce partage des bonnes raisons que chacun a de croire qu'il a raison qu'un dialogue pourra s'instaurer. Donc il ne s'agit pas de commencer à dire à votre client « Bon, écoutez, l'autre aussi a raison, tout le monde a raison, donc tout le monde a tort. » Non, vous avez raison, oui, bien sûr, de votre point de vue. L'autre aussi a raison de son point de vue. Donc l'enjeu, ce sera quoi ? Ce sera que vous compreniez le point de vue de l'autre et que l'autre comprenne votre point de vue. Et donc vous allez partager les bonnes raisons que vous avez de penser chacun que vous avez raison. Et ce faisant, en partageant ces bonnes raisons, vous pourrez trouver une meilleure raison commune, c'est-à-dire cette fameuse solution gagnant-gagnant. Donc il ne s'agit pas d'amener les personnes à renoncer à quelque chose, il s'agit de maintenir leur point de vue, mais dans un cadre spécifique, elles ont raison de leur point de vue. Alors, chacun a raison de son point de vue, et chacun également perçoit la réalité à partir de son propre cadre de référence, on l'a dit tout à l'heure, les besoins, les croyances, les valeurs. On va regarder un petit peu plus précisément les besoins. Alors, ça c'est la fameuse, vous la connaissez peut-être, pyramide de Maslow. Premier des besoins, ce sont les besoins physiologiques, ça va de soi. Donc du plus élémentaire au plus sophistiqué, sachant que je ne peux pas monter dans la pyramide des besoins si je n'ai pas satisfait au préalable les besoins élémentaires. Besoin ensuite de sécurité, d'appartenance sociale, de reconnaissance sociale et d'accomplissement personnel. Qu'est-ce qui se passe souvent, notamment dans des procédures par rapport à des liquidations ou des pensions alimentaires? Une des deux personnes qui a, on l'a vu ça pas plus tard que la semaine dernière, une des deux personnes n'a pas beaucoup d'argent. Elle compte sur l'autre, sur sa pension, sur la prestation compensatoire, pour pouvoir subvenir à ses besoins, lesquels physiologiques. Se nourrir, se loger, nourrir son enfant. L'autre qui a les moyens, d'une certaine façon, puisqu'il gagne 3, 4, voire plus que cette personne, a les moyens de lui fournir cet argent-là. Mais
ça n'est pas la même représentation de l'argent. Pour l'une, l'argent va permettre de remplir des besoins, de satisfaire des besoins physiologiques et par là même de sécurité. Parce que si je ne peux pas me loger et si je ne peux pas manger, je ne suis pas satisfaite dans mes besoins physiologiques et de sécurité. Mais pour l'autre, qui lui a suffisamment d'argent, l'argent ne se situe pas à ce niveau-là. Ça peut être lié aux besoins d'accomplissement personnel. L'argent est révélateur de ma réussite sociale. L'argent est révélateur de la place que je tiens dans la société. L'argent est révélateur d'une certaine estime que je peux avoir de moi. Donc les deux personnes ne vont pas raisonner de la même façon. Donc c'est important que l'une comprenne où ça se joue lorsqu'elle réclame de l'argent. Elle réclame de l'argent parce qu'elle en a besoin au niveau physiologique. C'est une question de sécurité. Et pour l'autre, c'est à un autre niveau que ça va se jouer. C'est vous qui allez, par la distance que vous avez, prendre conscience des différents niveaux où se jouent les besoins. Pour que chacun comprenne spécifiquement où se situe le besoin de l'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai presque la réponse, c'est certain que non, de demander à votre client ce qu'il vient chercher chez vous. Mais quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est très rare qu'on le demande et vous vous rendez compte que très rapidement, il monte, en le laissant parler un petit peu, en prenant le temps de l'écouter, vous allez voir qu'il escalade au fur et à mesure la pyramide et il vous donne beaucoup d'informations qu'il ne vous aurait pas données spontanément. Alors, pour les besoins, maintenant, en ce qui concerne les croyances. Daniel. Une question de croyance. Ça se confirme. Nous sommes le 1er du mois. Voilà votre imbécile de père et sa pension alimentaire. Donc chacun va voir l'autre à travers non seulement ses besoins, mais également les croyances. C'est-à-dire que je peux imaginer 10 000 choses sur cette tête qui est en train d'arriver. Mais selon mon cadre de référence, selon mon vécu, selon mon passé, selon mes croyances, je vais projeter sur l'autre un certain nombre de critères, un certain nombre de valeurs. Donc c'est important de décortiquer ces croyances. Besoins, croyances et maintenant valeurs. Question de valeur. Maman a beaucoup de travail. Elle reviendra te faire un bisou quand tu auras 18 ans. Donc là, on voit qu'il y a une opposition entre le petit garçon et la dame qui, elle, au niveau valeur, vous pensez qu'elle a quoi comme valeur? A priori, est-ce que c'est l'amour? Non. Pas vraiment. Voilà. Mais dans son cadre de référence, ce qu'elle fait est censé. Ce qu'elle fait est légitime. Même si ça peut nous choquer, si on se place du point de vue du petit garçon, pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est même naturel. Donc il s'agit de bien comprendre quel est le cadre de référence de la personne. Quelles sont ses valeurs? À partir d'où est-ce qu'elle parle? Ces valeurs-là permettent d'expliquer le comportement qu'elle va adopter. Et le fait que pour elle, c'est tout à fait normal. Donc il ne s'agira pas de renoncer à ces valeurs. Quel serait votre travail? C'est de lui faire comprendre les valeurs de l'autre, les valeurs du petit garçon en l'occurrence. D'ailleurs, si vous l'interrogez, mais on peut faire ça sur chaque image, hein, sur la première image, l'avocat de l'aigle qui amène le mouton dira « ça c'est mon pauvre client qui ramène chaque mois la pension ». Si vous interrogez la dame, elle vous dira « mais si je fais ça, c'est pour mon enfant, c'est parce que je l'aime ». C'est vrai. Maintenant, la carte n'est pas le territoire pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit. J'ai fait tomber mes lunettes. Un homme les a ramassées. Nos doigts se sont effleurés, ils sentaient bon. Soudain, mon cœur s'est mis à battre fort, très fort. J'ai pensé, c'est lui. Puis j'ai mis mes lunettes et j'ai pensé, pas sûr. Donc on a toujours une certaine carte du réel. Le territoire, c'est encore autre chose. Parce que j'aime bien ce dessin parce que ça montre que c'est une affaire de lunettes. Et qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez recevoir votre client, être en contact avec votre confrère? Vous allez chausser différentes lunettes pour comprendre les différents regards, les différentes façons de voir le monde qui sont en jeu. Donc là, on a vu ce travail sur les perceptions. Maintenant, on va voir
le travail plus spécifique sur les émotions. Alors je vais vous le lister, mais on ne va pas le détailler parce qu'on ne va pas faire un travail thérapeutique, il suffit que vous le sachiez. Alors, l'enjeu, c'est vraiment de reconnaître les émotions que je peux avoir moi-même en tant qu'avocat, que les personnes peuvent avoir, mon client, mon confrère, et également la partie adverse. Pourquoi ? Parce que les émotions, c'est ce qui va faire que les choses pourront se faire ou pas. C'est ce qui fait qu'il y aura une connotation plutôt positive ou une connotation plutôt négative. On sait qu'en tout début, lorsqu'il y a un conflit, les émotions, c'est quoi ? C'est la peur, c'est la colère, il peut même y avoir des sentiments de haine. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces émotions-là ? Première des stratégies, ça va être de dire, bon, nous sommes des êtres raisonnables, nous allons faire une négociation raisonnée, et donc on va évacuer ces émotions. Le problème, c'est que l'être humain, de toute façon, ne peut pas se départir de ses émotions. Les philosophes classiques ont déjà essayé, c'est le fameux vieux débat entre passion et raison. La seule façon de se défaire d'une passion, c'est d'avoir une autre passion. Si je veux me défaire de la passion de la cigarette, il faut que j'ai la passion de la santé, par exemple. Bon. Passion du chocolat, il faut que j'oppose la passion de la minceur, par exemple. Bon. Donc je ne peux pas me défaire de mes passions, de même que je ne peux pas contrôler absolument mes émotions. La seule chose que je puisse faire, tout d'abord, c'est de les reconnaître. Ce qui implique d'être au minimum à l'écoute de soi-même. Et pour vous, et pour les personnes. Parce que c'est à partir du moment où que je prends conscience de ce qui me détermine que je m'en libère. Donc prenez conscience, allez du côté des émotions juste pour au moins les reconnaître, ce qui veut dire aussi être en capacité de les nommer, ce qui ne veut pas dire s'y complaire, mais simplement savoir qu'elles sont là. Et donc vous aurez une vigilance plus grande. Elles n'agiront pas sur vous, vous pourrez au moins essayer de les encadrer. Ce qui veut dire les accepter et ne pas les juger. Pour les accepter, je vais essayer de favoriser leur expression, d'où tout l'intérêt des entretiens que vous aurez au préalable avec votre client pour l'aider à se libérer comme une forme de catharsis de toute la colère, de toute la peur qu'il a pu emmagasiner à travers le conflit. Ça, c'est un travail à faire au préalable parce que l'expression des émotions, je ne vais pas la favoriser d'emblée dans la rencontre à 4. Les personnes le font déjà très bien sans vous, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Parler de son ressenti, ce serait une façon aussi de réduire l'émotion. C'est-à-dire que ce qui pose problème avec l'émotion, c'est que je vais considérer que ma colère, c'est l'autre qui la génère. Ma peur, c'est l'autre qui la génère. Ce qui m'est insupportable, c'est que j'ai l'impression que l'autre a un pouvoir sur moi. Or, la colère, c'est moi qui la vis. C'est moi qui réagis d'une certaine façon à ce qui est en train de se passer. Il y a les faits et puis il y a mon cadre de référence qui fait que je vais réagir selon mon tempérament, selon mes besoins, selon mes croyances, selon mes valeurs. Je vais réagir d'une certaine façon. Donc c'est mon ressenti et ce n'est pas l'autre qui va imprimer ce ressenti-là en moi. Donc ne pas en attribuer la cause à l'autre. Vous avez dû remarquer sans doute qu'on parle de plus en plus des pervers narcissiques, des manipulateurs, je vois que voilà, des manipulateurs. Bon, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus dans une relation très émotionnelle avec un manque de prise de distance. Il faut bien attribuer la cause à quelqu'un. Donc j'imagine que l'autre a le pouvoir de générer en moi un certain nombre d'émotions, un certain nombre d'actes et un certain nombre de ressentis. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais réellement croisé de pervers narcissiques. Par contre, on m'a parlé beaucoup de pervers narcissiques. Et à chaque fois, on m'a annoncé, attention, l'autre, c'est un pervers narcissique. Et à chaque fois, l'autre était extrêmement sympathique, ce qui prouve bien que c'en était un, puisqu'il a fait en sorte de me manipuler. Donc, essayez vraiment simplement de faire ce travail de reconnaissance auprès de votre client dans les entretiens que vous aurez avec lui, de ses émotions, mais ce qui implique aussi que vous puissiez, pour accepter les émotions de l'autre, il faut que je sois en capacité d'accepter mes émotions. Donc ça, c'est le travail spécifique que vous pourrez avoir de vous à vous. Et j'en dirai pas plus sur le travail des émotions, puisque pour l'essentiel, on va faire un travail sur la communication. Pragmatiquement, la question à se poser, c'est on peut tout se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait se le dire ? Et ça a travaillé avec
client pour que l'autre puisse l'entendre. D'où ce travail sur la communication. Alors, pour bien communiquer, il faut d'abord que je repère ce qui empêche la communication. Je vous ai parlé tout à l'heure de cadres de référence. Il y a également un certain nombre de filtres de la communication qu'on va voir tout à l'heure. Là, je vous donne les grands points. Donc, les filtres de la communication, le schéma de la communication, comment est-ce qu'on communique, la part du verbal et du non-verbal qui entre en jeu dans la communication. On verra également les clés de l'écoute active et les techniques de reformulation. Donc ça, c'est l'essentiel du travail sur la communication. On vous le donne, vous aurez le PowerPoint, demain vous pourrez le travailler. Évidemment, vous vous en doutez, pour bien maîtriser tous ces outils, il faudrait plus que 2 heures de conférence et une matinée demain. Mais quand même, vous les avez, laissez les choses se déposer. Il y a peut-être certaines choses qui vont vous parler davantage, vous pourrez le travailler demain matin, et au fur et à mesure, ça va se construire. D'accord ? Alors, en ce qui concerne les filtres de la communication, je vous disais tout à l'heure, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'on voit qu'entre le réel qui se trouve en bas, à gauche, et ce que j'en dis en haut, à droite, il y a tout un hiatus créé par l'ensemble des filtres qui existent entre ma parole et la réalité, entre la carte que je me fais de la réalité et le territoire lui-même. Il y a un certain nombre de filtres physiologiques, c'est le ressenti. Donc il y a quelque chose qui se passe et il y a ma façon de le ressentir. Les filtres neurologiques, il y aura aussi ma façon de l'expérimenter. Filtre perceptif. Filtre neurologique, c'est ce qui fait que je ne vais pas faire de procédure avec quelqu'un qui, un enfant par exemple, ou avec quelqu'un qui a des troubles neurologiques. Filtre perceptif, c'est ce que je vais percevoir. Filtre socio-culturel, chacune, les fameuses valeurs, ce qui est important pour chacune des personnes, au niveau de son cadre de référence. Donc, selon ce que je perçois, je vais déduire les choses d'une certaine façon, en fonction de mon cadre socio-culturel. Les filtres représentatifs, ce sont les fameuses croyances. Et ensuite, il y a également un certain nombre de filtres linguistiques, puisqu'on ne se parle pas de la même façon. On ne va pas utiliser la langue de la même façon. On n'aura pas le même code linguistique. Ça, c'est pour les filtres. Alors, il ne s'agit pas de les retenir. Il ne s'agit pas de savoir, alors, il y a les filtres physiologiques, neurologiques, perceptifs. Si vous avez simplement retenu qu'entre ce que l'un dit et la réalité, même entre ce que vous dites et la réalité, il y a un certain nombre de filtres qui font que nécessairement, ce que je dis, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, cette prise de conscience-là fait que ce que vous allez dire sera toujours beaucoup plus juste que si vous pensiez qu'il n'y avait pas de filtre. Donc ce tableau-là sert juste à ce que vous preniez conscience qu'il existe des filtres et que donc la carte n'est pas le territoire. Et ce que dit l'une des personnes, ça n'est pas la réalité. Donc la première des précautions à faire lorsque l'une des deux personnes va parler, c'est de dire attention, c'est son point de vue, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa perception, c'est sa représentation, c'est ce que l'autre croit. Simplement, ça n'est pas la réalité. Et si ça n'est pas la réalité, si l'autre n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Parce que c'est sa perception. Donc ça ne remet pas en cause ce que je crois, ce que je pense, ce que je perçois, ce que je ressens. Chacun est animé par ses propres filtres. Deuxième point, le schéma de la communication. Alors souvent on s'imagine que communiquer, c'est avoir un émetteur qui émet A, qui émet à B, et B reçoit. Ça, c'est le schéma simplifié. En réalité, l'émetteur est également récepteur et le récepteur est également émetteur. Pour qu'il y ait une véritable communication, il importe que la parole circule. C'est-à-dire que quand A émet quelque chose, il faut s'assurer que ce que B a compris, c'est bien ce que A voulait. C'est ce qu'on appelle le feedback. Et surtout, bien toujours avoir conscience que si A s'exprime, outre les filtres, il s'exprime à travers un certain cadre de référence.
C'est-à-dire que dans son cadre de référence, les choses prennent sens. Dans sa façon de voir les choses prennent sens. Donc tant que je n'ai pas repéré le cadre de référence de l'autre, je ne comprends pas ce que la personne me raconte. Mais une fois que j'ai compris quels sont ses besoins, quelles sont ses croyances, quelles sont ses valeurs, ce qui est vraiment important pour lui, je comprends ce qu'il est en train de me raconter. Et donc, quel va être le travail de communication? Le travail de communication va viser à définir le cadre de référence et à faire en sorte qu'on partage non pas simplement des mots, puisqu'on l'a vu, les mots, ça n'est pas la réalité. Ce qui va importer, c'est de partager un cadre de référence commun. C'est de partager une vision commune, de travailler pour construire à partir de ces deux sens différents, mais pas nécessairement entièrement divergents et entièrement concurrents, un sens commun, et ce sens commun va se faire par le travail de reformulation, on va voir tout à l'heure comment, le travail de reformulation que vous allez faire pour dire, si j'ai bien compris, pour vous ce qui est important c'est ça, si j'ai bien compris ce dont vous avez besoin c'est ça, si j'ai bien compris ce que vous croyez c'est ça, valeurs, besoins, croyances. Donc bien définir ce qui est en jeu dans le cadre de référence de la personne. Et c'est en traduisant le cadre de référence de chacun que vous allez permettre aux personnes de co-construire un cadre de référence commun, dans lequel ce que l'un dit fait sens et dans lequel ce que l'autre dit fait sens. C'est là où, si on commet une faute, on devient acteur du conflit. On vient aggraver la situation plutôt que aider à la situation, à la sortie de situation. Prenons un exemple très imagé. Pour ceux qui font de la plongée, ce mouvement veut dire je m'essouffle. Vous voyez quelqu'un dans la rue, vous n'avez pas le même cadre de référence, vous n'êtes pas sous l'eau et que vous vous êtes pas mis d'accord sur le code, c'est viens me faire un hug. Ça peut ne pas être perçu de la même manière. Donc la validation préalable, le sens de ce qui est dit et la perception de l'autre, c'est-à-dire la bienveillance qui va avec, c'est très important. Sans quoi, si on n'a pas bien fait son travail au préalable avec son client, qu'on l'a pas bien expliqué aux confrères aussi, que lui n'a pas fait ce travail, qu'on n'a pas débriefé entre confrères, on se retrouve dans des situations où on va devoir gérer dans un espace qui est non sécurisé pour le client. Parce qu'on se rend compte d'une chose, quand il y a un conflit, c'est que 99% du conflit, ce sont des malentendus. Donc la première des choses à faire, c'est de lever les malentendus. Et pour lever les malentendus, il s'agit de vraiment comprendre ce que la personne a voulu dire. Il y a un exemple qu'on m'a rapporté qui apparemment date de la Seconde Guerre mondiale, où c'est vieux, où il y avait 2 prisonniers, un général qui fait 2 prisonniers, et le général avait son bureau au sous-sol. Et il dit à ses soldats, descendez-les. Vous voyez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les prisonniers ont été aussitôt fusillés. C'était la guerre d'Algérie. Ah, vous connaissez cet exemple? Ah d'accord, bon, juste dit ça. Très bien, alors je vais notifier que c'était la guerre d'Algérie. Merci. Donc vous voyez qu'il s'agit d'abord, quand je reçois une information, que je m'assure de ce que ça veut réellement dire pour la personne. D'une manière plus légère, par exemple, les diplomates travaillent beaucoup cette question dans l'interculturel, quand on travaille sur la communication, sur la perception des signes et des gestes quand ils vont partir pour comprendre qui doit parler le premier, qu'est-ce que ça veut dire de lever la voix, pas lever la voix, est-ce que si je lève la voix pour l'autre, ça veut dire que je gagne ou plutôt que je suis en train de perdre pied. Toutes ces choses-là sont des choses qui se travaillent. Merci. Alors maintenant, on va voir, on a vu les filtres, le schéma de la communication, on va voir la part du verbal et du non-verbal. Alors, le non-verbal, c'est 93% de la communication, c'est-à-dire que c'est grosso modo l'essentiel de la communication. Ça se découpe de 2 façons. D'une part, le langage du corps, le visuel, et d'autre part, l'auditif. C'est tout ce qui va relever de la voix. J'avais un cas comme ça où il y avait 2 avocats, l'un qui s'est avancé pour parler et l'autre qui s'est reculé. Et le premier, il s'est aussitôt arrêté de parler et s'est exclamé « Si ça ne vous intéresse pas, j'arrête là, confrère ». C'est-à-dire qu'il a tout de suite interprété le mouvement de recul comme
une fin de non-recevoir. Je suis d'abord attentive à ce que fait l'autre, à la manière dont l'autre va parler, avant même de m'intéresser à ce que l'autre peut dire. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette conférence, grosso modo, vous n'aurez quasiment pas retenu tout ce qui aura pu être dit. Vous aurez surtout des impressions au niveau du non-verbal. Voilà. C'est la seule chose qu'il faudrait peut-être marquer. Alors, petites illustrations du non-verbal. Sur le ton, alors ça c'est en plaidoirie, on le fait parfois, mais vous verrez, ça marche bien. Là, je fais une mise en scène, j'attire votre attention, je fais en sorte que tout le monde me regarde pour m'entendre. Après, je peux parler tout doucement quand vous m'entendez quand même de l'autre côté de la caméra. Donc c'est vraiment ce que vous avez, ce que vous attendez, que vous entendez, ce que vous voyez, et pas seulement la voix. Alors, petite illustration du non-verbal, Daniel. Alors vous voyez la mère qui est en train de laver ses casseroles et qui dit au père, qui est un clown, « Je t'ai déjà dit de te démaquiller avant de les gronder !» Parce que les enfants s'esclaffent évidemment au lieu d'être grondés. Nous sommes tous des enfants, c'est-à-dire que nous sommes tous d'abord attentifs au non-verbal. Alors, la part du verbal, petite illustration aussi. Donc, à gauche, c'est pas très très net, ce n'est pas une cigarette grandeur nature, c'est un être humain qui est un petit peu hirsute, qui a dans sa bouche une cigarette, vous voyez bien, très barbu, très chevelu, et qui est un petit peu avachi, grand mais avachi. Et puis à droite, vous avez un homme bien droit, bien habillé, assez raide, qui tient une cigarette à la main. Voilà le discours que l'homme de droite tient à celui de gauche. Daniel. Et après cette conversation que nous allons avoir, tu constateras que je suis, mon petit Gérard, très proche de toi. Donc vous voyez comme ils sont proches. C'est-à-dire qu'on pense bien que, merci Daniel, on pense bien que la personne de droite croit que tout ce qui compte, ce sont les mots. En réalité, le non-verbal indique qu'il y a un hiatus entre les deux personnes. Pour récapituler, qu'est-ce qu'on retient lorsqu'on communique ? 10% de ce que l'on lit. 20% de ce que l'on écoute, qu'on soit visuel, auditif, à peu près sont les chiffres de ce qu'on retient. 30% de ce que l'on voit. 50% de ce que l'on voit et écoute. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs sens qui sont convoqués, vous retenez mieux. D'où l'intérêt, outre le PowerPoint, qui est une voix qui l'accompagne. 70% de ce que l'on dit et 90% de ce que l'on fait. 90% de ce que l'on fait, c'est important. Pourquoi ? Parce que ce qui va être en jeu dans cette procédure participative et dans toutes ces techniques d'écoute et de communication, c'est pas tellement les savoirs, c'est pas tellement les savoir-faire, c'est surtout le savoir-être. C'est la façon dont vous allez vous comporter. Et la façon dont vous allez vous comporter, la posture que vous allez adopter, c'est ça qui va marquer votre client, c'est ça qui va marquer votre confrère. Et par un mimétisme fabuleux, de la manière dont vous écouterez la partie adverse, votre client l'écoutera. De la manière dont vous écouterez votre confrère, votre client l'écoutera. Donc ce que vous faites amènera votre client à faire de même. Et c'est en faisant de même qu'il s'engagera dans cette procédure participative, dans une négociation raisonnée, et qu'il parviendra à comprendre ce qui est en jeu réellement à travers le cadre de référence de chacun, que chacun a son point de vue, mais que chaque point de vue est respectable dès lors que je comprends les bonnes raisons qu'a chacun de penser ce qu'il pense. Vous voyez, là, on vous met en pratique et j'essaye à chaque fois de vous amener à des choses que vous faites. C'est pour vous attirer vers le 90% systématiquement. Mes chers confrères, vous savez bien que ça ne marche pas. Si, ça marche, je l'ai fait. Ça rassure déjà.
Alors, maintenant, on va voir les clés de l'écoute active. Comment écouter? Il y aura 3 parties. Les paradoxes de l'écoute, ce qu'est une écoute empathique et les règles de communication non violente. Ça va? Vous êtes bien? Oui? C'est un petit oui, ça. Est-ce que vous êtes bien? Ah! Bon, moi je vais mieux alors. Très bien. Alors, les 3 paradoxes de l'écoute. De même que pour bien comprendre ce qui est en jeu dans la communication, il fallait comprendre les filtres de la communication, donc ce qui s'oppose à la communication. Pour bien comprendre ce que c'est qu'écouter, il faut avoir conscience des paradoxes. Paradoxe, c'est-à-dire de ce qui va à l'encontre de la doxa, de l'opinion. Alors, premier des paradoxes, c'est que écouter l'autre, c'est d'abord s'écouter soi. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un travail sur les émotions. Il s'agit de reconnaître ses émotions pour bien reconnaître les émotions de votre client. Pour bien être à l'écoute de votre client, il importe également d'être à l'écoute de vous-même. Il y a des choses que vous ne pourrez pas entendre. Il y a des choses qui vous seront insupportables. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va parler en vous. Vous êtes épuisé, vous n'avez pas envie de cette procédure, vous ne le sentez pas, vous êtes agacé par votre confrère, vous ne croyez pas votre client, mais vous dites, bon, quand même, si, c'est bien, il faut faire, quand même, on va essayer. Non. Essayez de bien écouter les différentes parties qui sont en vous, parce que plus vous les écouterez, moins elles agiront sur vous. Ce qui veut dire que pour bien écouter l'autre, il faut d'abord que j'ai une certaine conscience de ce qui se passe en moi, pour que ça ne me parasite pas. Écouter, ce n'est pas seulement entendre. On va voir quels sont les 6 comportements de l'écoute active, puisque l'écoute active, c'est un comportement à part entière, c'est une activité à part entière. Donc ça ne mobilise pas uniquement ce qui relève de l'audition, puisque la communication, c'est 93% de non-verbal, et qu'il y a plus de 50% de visuel. Ça veut dire que pour bien écouter, je dois d'abord faire quoi? Je dois d'abord regarder ce qui est en train de se passer. Je dois d'abord ressentir ce qui est aussi en train de se passer en moi. Voir comment ça résonne en moi. Essayer de percevoir comment ça résonne en l'autre. Essayer de percevoir ce qui est en train de se jouer pour l'autre. Alors on va lister ces 6 comportements que vous avez sans doute déjà adoptés quand vous étiez en cabinet, que vous étiez à l'écoute d'un client. Premier des comportements, Irbod va vous le mimer. Physionomie ouverte et détendue. Vous savez sans doute tous faire ça. Vas-y, je t'en prie. C'est fini, ça fait. Tu fais comment? C'est ça, c'était un gros spectacle. Physionomie ouverte et détendue, ouverte à l'écoute. Voilà. Avec le téléphone, bien. Tu fasses la synchronisation. Voilà. Ensuite, synchronisation corporelle, c'est-à-dire que je me mets au diapason de la personne qui est en face de moi. J'essaye de me mettre... Jamais exagérer ce point-là. Jamais exagérer parce qu'il ne faut pas être dans le mimétisme. Mais j'essaie de me mettre dans son rythme. J'essaie de me mettre dans sa façon d'être, de manière très basique. Vous êtes debout, vous invitez la personne à s'asseoir, elle s'assoit, vous vous asseyez tout simplement. Vous vous mettez dans le même mouvement qu'elle, dans la même vibration, au diapason. Synchronisation corporelle. Troisième temps, silence plein. Donc le silence plein, c'est ce que vous faites à peu près depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne dites rien, mais j'imagine, je crois sentir, je crois voir que vous pensez pleinement. Peut-être à ce que je dis ou pas, à ce que l'on fait ou pas, mais qu'en tous les cas, vous êtes présent. Donc pour bien écouter, il ne s'agit pas, et ça va sauver toutes les personnes qui ont essayé le yoga qui ne sont pas arrivées, il ne s'agit pas de faire le vide en soi. Vous pouvez être plein de choses. Par contre, silence plein, ça veut dire, puisque vous êtes synchronisation corporelle, vous êtes à l'écoute de l'autre, vous êtes dans une forme d'ouverture, et je me mets au diapason de l'autre, donc silence plein de la relation, de l'interaction avec l'autre. Et pas tellement de tout ce qui peut se passer en moi, puisque ça, je l'ai réglé, j'étais à l'écoute, je le traverse. Puisque je suis à l'écoute, je le traverse. Précisément, plus je suis à l'écoute de moi-même, plus je traverse ce qui se joue en moi, et je peux être disponible pour l'autre et pour recueillir ce qui est en train de se passer avec l'autre. Tu me permets,
rajouter quelque chose sur la synchronisation corporelle. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de réussir cet exercice quand on reçoit le client à une table de réunion que quand on le reçoit au bureau, parce qu'il est derrière. D'abord, on a une posture, nous, avec un fauteuil un peu confortable, potentiellement un peu au-dessus de sa chaise. Enfin, je trouve ça beaucoup plus difficile que quand on est autour d'une table où on est vraiment sur un plan d'égalité. Alors, quatrième comportement de l'écoute active, les accusés réception. Vous êtes tous d'accord? Voilà. Accusé réception au niveau non verbal. Mais ça peut être aussi Vous le faites, ça déjà. Bon. C'est juste une façon de vous permettre de prendre conscience du fait que vous faites déjà tout ce qu'il faut pour être au mieux. Cinquièmement, les relances. Alors, Ça peut aussi être le Si j'ai bien entendu, on va parler des relances? voilà, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et après, mais encore, ah oui, ça ce sont les relances. Et la fameuse reformulation. Outil préféré en cross-examination quand vous serez plus tard et qu'on sera tous à plaider avec cet outil. Et on verra ça de manière plus précise demain. Alors, les clés de l'écoute active, également, on a parlé d'une écoute empathique. Écoute empathique, c'est-à-dire que pour me mettre à la place de l'autre, j'ai besoin d'un minimum d'empathie à ne pas confondre avec la compassion. Daniel, est-ce que tu veux bien lire, s'il te plaît? Se mettre à la place d'un autre, c'est s'enrichir, mais c'est un effort. C'est aller à la découverte d'un nouveau continent mental, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière d'être humain. L'enjeu est capital. Il s'agit d'un véritable quitte ou double. On s'enrichit en ouvrant son monde, ou on fait une véritable théorie cohérente et on le disqualifie, on l'excommunie, on l'exclut. Cette nouvelle humanité qui est en train de naître doit être une humanité de débat. Cela est très fatigant mais très passionnant. C'est la source de la vie. Merci Daniel. Ce texte de Boris Cyrulnik et Edgar Morin permet de voir que l'empathie, ce n'est pas souvent on dit oui, c'est bisounours, se mettre à la place de l'autre, non. À travers l'empathie, c'est une humanité de débat qui se met en place. C'est-à-dire qu'on peut réellement débattre. À partir du moment où je peux être dans une forme d'intercompréhension, dans un dialogue constructif, où je maintiens ma position, mais simplement j'accueille celle de l'autre. Et ensemble, on va construire une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, un nouveau positionnement. Il y a, à proprement parler, cette humanité de débat. On débat ensemble, on trouve ensemble. Donc il ne s'agit pas de renoncer. En me mettant à la place de l'autre, si l'autre se met également à ma place, on peut continuer de débattre, mais c'est un débat qui est pacifique et qui est constructif dans une forme de coopération. Attention à cette écoute empathique quand on est à 4 avec nos clients, parce que naturellement, entre confrères, on a déjà beaucoup d'éléments de l'empathie. On est déjà confrères, on a des règles communes, on a une déontologie. Attention à ne pas mettre trop de distance et mettre hors du cadre de dialogue par notre propre empathie vis-à-vis de nos clients. Donc, petit conseil, par exemple, on enlève tous les codes qu'on utilise pour dialoguer entre nous. C'est un peu comme le bureau tout à l'heure, recevoir dans une salle de réunion, et on s'intéresse beaucoup aux clients et on se met au même niveau. Alors, maintenant, on a vu ce que c'était que l'empathie. Petite illustration pour voir ce que n'est pas l'empathie. Daniel? Ok, je suis un monstre. Ok, on se sépare. Ok, tout est ma faute. Ok, je t'ai beaucoup déçu. Ok, j'ai brisé nos devis. Ok. Mais par pitié, Karine, en milieu de virage, allège un peu ton ski à val. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment empathique? Non. L'empathie, c'est je me mets à la place de l'autre. Si je me mets réellement à la place de l'autre, je comprends quelque chose du monde de l'autre, de la vision de l'autre, du cadre de référence de l'autre.
Et nécessairement, parce que je comprends, au sens étymologique du terme, je prends avec moi, ça veut dire que ça va changer mon propre positionnement, mes valeurs, ma façon d'être au monde. Ça va changer un tant soit peu, puisque je vais intégrer quelque chose qui n'était pas moi dans ma vision. Ce qui fait que ça va l'enrichir. Donc là, il n'y a pas d'empathie. Il ne suffit pas de dire « Oui, bon, j'ai bien compris ». Souvent, vous aurez ça. « Oui, oui, j'ai bien compris que pour lui, c'est ça qui est important. » Ok. Qu'est-ce que ça change pour vous? Rien. Si ça ne change rien, c'est que je n'ai pas compris. Pour que je comprenne vraiment, il faut que ça change quelque chose pour moi. Parce que j'ai intégré une autre façon de faire et qu'un tant soit peu, ça modifie mon positionnement. Maintenant, on va voir la communication non violente. Communication non violente, je vous disais au niveau des émotions, on va parler de son ressenti. Vous amenez les personnes à s'exprimer dans leur cadre de référence, qui veut dire de bien l'identifier. Donc la clé de la communication non violente, c'est ce qu'on appelle le message « je ». Quand on est en conflit, qu'est-ce qui se passe? J'invective l'autre. C'est de ta faute. Tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça. Tu as dit ça. Tu. Ce qu'on appelle la communication klaxon. Résultat, je parle de l'autre, je ne parle pas de moi. L'autre parle de moi. Chacun parle de l'autre et on s'agresse. C'est un faux dialogue, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Pour qu'il y ait vraiment une communication non violente, il s'agit d'abord de ramener la personne à elle-même, de la ramener à sa perception, de la ramener à son ressenti, de la ramener à son cadre de référence, à ses besoins, ses croyances et ses valeurs. À l'inverse, bien évidemment, mon cher confrère va bien vous dire le contraire de ce que je vous dis. Il va vous donner cet argument. C'est ce qu'on fait tous. C'est l'inverse même de la communication non violente. Il y a 4 étapes pour communiquer de manière non violente. Alors, d'abord, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des étapes de la négociation raisonnée. On parlait des faits tout à l'heure. Là, il s'agit d'une situation observable. Le terme observable est très important. Vous avez déjà dû remarquer que lorsqu'il y a un conflit, chacun parle des faits, mais ce ne sont jamais les mêmes faits. On ne se met déjà pas d'accord sur les dates, on ne se met pas d'accord sur les lieux, on ne se met pas d'accord sur ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est passé. Donc les faits, c'est impossible de trancher sur les faits, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Un fait, c'est quoi? Un fait, c'est quelque chose que j'aurais pu observer si j'avais été là. Donc c'est important lorsque je demanderai à mon client ou lorsque je demanderai à mon confrère, rapportez-moi un petit peu ce qui d'après vous s'est passé, que ce soit observable. Donc c'est là que je vais lui demander de me dire, racontez-moi une mise en scène, décrivez-moi un tableau, mais ne me parlez pas de l'autre, parlez-moi de quelque chose que j'aurais pu observer. Il a fait ci, il a fait ça, il a ouvert la porte, il a fait telle procédure, il a rédigé telle chose, voilà les mots. Quelque chose que j'aurais pu observer. Ça, ce sont les faits. Pour poser une base. Deuxième temps, à partir des faits, ce qui est important, on l'avait vu tout à l'heure, c'est le ressenti. Quel est l'effet des faits? Quel effet les faits ont sur moi? Parce que c'est ça le cœur du problème. Ce ne sont pas les faits le problème. On l'a vu tout à l'heure avec l'escalade du conflit. Ce n'est pas tellement le problème, c'est la façon dont chacun va interpréter les faits dans son propre cadre de référence. Donc comment est-ce que ces faits-là résonnent en moi? Troisièmement, à partir de ce ressenti, je vais exprimer un besoin. Donc vous voyez que contrairement au conflit où je vais d'abord, d'emblée, exprimer une position non négociable, d'abord là, je passe par un exposé d'une situation, observable, donc partageable, parce que quelqu'un d'autre aurait pu voir la même chose s'il avait été là. Ensuite, je parle de mon ressenti que précisément personne ne peut voir, mais qu'on peut interpréter à travers mon non-verbal. Simplement, les personnes étant présentes, autant profiter de leur présence pour se saisir de leur véritable ressenti. Qu'est-ce que réellement ça leur a fait intérieurement? À partir de ce ressenti, je vais exprimer un besoin. De quoi est-ce que j'aurais besoin? Quel est le besoin que j'ai à satisfaire? Et c'est seulement en quatrième temps que je vais formuler une demande à l'autre, mais une demande qui va être négociable. Ce n'est pas un impérium. Ce n'est pas une condition sine qua non.
Et comme j'aurais exprimé des faits que l'autre aurait pu observer, comme j'aurais exprimé mon ressenti qui ne remet pas en cause le ressenti de l'autre, comme j'aurais exprimé mon besoin que l'autre a peut-être également, lorsque je vais exprimer ma demande, et en précisant qu'elle est négociable, l'autre pourra l'entendre et pourra peut-être y répondre lui-même. En pratique, dans le dossier, ça c'est très important. C'est-à-dire que pour le client, il faut voir le point sur lequel il ne veut absolument pas aller, le point sur lequel il veut bien aller, le point qu'il n'acceptera pas ou qu'il accepte d'abandonner, et donc d'avoir travaillé ce qu'on a vu tout à l'heure, la mésore, et de pouvoir après l'emmener à monter la stratégie par rapport à ce que l'autre peut accepter pour travailler progressivement sur mettre sur la table les demandes négociables et pouvoir les négocier. Alors, là on a vu ce qu'il était important de faire pour être dans l'écoute active. Quand même, je vous mentionne les choses à éviter. Première chose, les procès ad hominem. Procès ad hominem, on va voir une petite illustration tout à l'heure, c'est les jugements à l'encontre de l'autre. Tu parlais tout à l'heure de jugement de valeur. Le jugement de valeur sert toujours à dénigrer l'autre. Donc ça, évidemment, on évite. Pas de procès non plus d'intention. Ah, mais je sais bien quelle est son intention. Je sais bien ce qu'il va faire. Je sais bien ce qu'il compte faire. Non, on verra bien, c'est lui qui va me dire ce qu'il compte faire. Pas de lecture de pensée. Combien de fois l'autre sourit et l'un des deux dit « Ah, ça y est, il se moque de moi ». Pas de lecture de pensée. Tiens, il s'est reculé, il ne m'écoute pas. Il pense à autre chose. Et bien évidemment, pas d'agressivité. Alors, petites illustrations. Procès ad hominem. Daniel. De toute évidence, du Blouchet, l'un de nous a un très gros problème d'horizontalité. Et personnellement, je pense que c'est vous. Vous voyez que lorsque je juge l'autre, j'oublie que moi-même, je pourrais être jugée par les mêmes critères et l'autre pourrait également me juger de la même façon. C'est-à-dire que quand je juge l'autre, il y a un effet miroir. Donc on va casser cet effet miroir. Illustration du procès d'intention. Objection, votre honneur. Par ses propos diffamants et mensongers, le témoin cherche de toute évidence à ternir l'image de la mafia. Alors maintenant, pour finir, on va aller sur les clés de la reformulation. Il y a 3 types de reformulation, ça c'est vraiment important. Vous en pratiquez sans doute déjà au moins un. Qui est le premier, ce qu'on appelle la reformulation perroquet, c'est-à-dire que je vais faire attention à ce que l'autre dit, je vais pouvoir reprendre les mots-clés. Donc je m'intéresse à l'information, c'est de l'ordre du verbal. Or, on a vu tout à l'heure que la communication est à 93% non verbale. Donc si j'en reste à la reformulation perroquet, je ne vais pas être vraiment dans une communication pleine. D'où l'intérêt d'aller dans ce qu'on appelle la reformulation reflet, qui s'intéresse plutôt à l'émotion. Vous vous souvenez, on a vu un travail sur les perceptions, sur l'émotion, sur la communication. Donc ce travail sur l'émotion, c'est quoi? C'est refléter l'état émotionnel de la personne. Donc la personne dit quelque chose, d'accord, j'entends ces mots. La question, c'est comment est-ce qu'elle le dit? Est-ce qu'il y a une émotion plutôt positive? Est-ce qu'il y a une émotion plutôt négative? Donc quand je vais reprendre ces mots, c'est important d'avoir la même intonation. 3e temps de la reformulation, ce qu'on appelle la reformulation clarification. J'ai bien compris ce que la personne a dit. Je l'ai entendu. J'ai perçu la manière dont elle l'a dit. Mais il y a une chose essentielle qu'il me manque encore. Je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit de comprendre. C'est un travail d'intercompréhension. Donc là, il va falloir s'intéresser à quelle est son intention, quel est le sens de ce qu'elle veut dire. À quoi ça lui sert de dire cela? Et toujours, il y a un malentendu sur le sens. J'entends bien ce qu'elle a dit, je vois à peu près son état émotionnel, mais je surinterprète. C'est ça qui va générer le conflit. Donc le travail le plus important, c'est le travail de clarification, mais qui ne peut se faire qu'à partir du moment où j'ai bien repéré les mots-clés,
où je suis bien rentrée dans l'état émotionnel de la personne qui ressemble à une forme de synchronisation qu'on a vue tout à l'heure. Et là, maintenant, je peux commencer à me demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire réellement? En quoi c'est important pour elle de dire ça? Quel est l'intérêt pour elle de dire ça? C'est vraiment primordial dans notre travail de qualification. C'est notre première mission par rapport à nos clients, en qualité de sachant. Et c'est vraiment notre travail de bien permettre aux gens de donner ces informations, de clarifier pour pouvoir qualifier et donner la bonne solution, leur proposer la bonne stratégie. Alors, petites illustrations sur les 3 types de reformulation, pour que vous puissiez bien les comprendre et les toucher du doigt. Demain, vous aurez des exercices spécifiques par rapport à ça, exercices encadrés. Alors, tout d'abord, la reformulation perroquet. Ok. Je suis le prince charmant et je cherche une femelle disponible pour m'accoupler. Ça te va comme ça? Est-ce que vous pensez qu'elle est satisfaite? Mesdames, ça vous suffirait? Non. Oui, juste faire un point là-dessus. En plus, la reformulation... C'est comme ça. La reformulation perroquet, quand on est sur les 3 modes de reformulation, la reformulation perroquet peut être vécue comme une véritable agression par l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui se sent vraiment extrêmement agressé du fait d'avoir l'adversaire qui répète exactement ce qu'il dit, comme s'il se foutait de lui, et genre il ne sait pas s'exprimer tout seul. Ça peut avoir un contre-effet total dans la négociation. Tu peux te sentir agressé d'une reformulation parce que tu te sentirais agressé. Pourquoi? Parce que tu sentirais... Là, tu vois, je me sens agressée, par exemple. Parce que, évidemment, s'il n'y a que la reformulation perroquet, comme le dit Élodie, je peux me sentir agressée. Donc, il faut quoi? Pour que je me sente entendue, il ne faut pas simplement que l'autre reprenne mes mots. Reformulation reflet. Bien illustré par... Bon, apparemment, ce n'est pas très, très convaincant pour le chat, mais voilà à peu près ce qu'il faut essayer de faire. La mise en position et la bonne intonation pour refléter l'état émotionnel. Donc, on voit que il n'a pas tout à fait perçu. Mais en tous les cas, il essaye de se synchroniser. Deuxième temps. En fait, je dis deuxième temps, mais vous le ferez en même temps. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un état émotionnel, vous avez entendu la personne, vous voyez à peu près dans quel état elle est, et vous reprenez simplement les mots-clés. Précision sur les mots-clés. Il ne s'agit pas de tout reprendre. Vous le verrez demain. On dit mots-clés, il s'agit vraiment de reprendre les choses les plus essentielles. Donc il y a beaucoup de blabla. Donc dans le blablabla, il y a quelque chose qui sort. Blablabla. Et souvent, bon, ça c'est un petit truc, moi j'ai remarqué que c'est sur les 10 premières secondes et les 10 dernières. Bon, mais pas toujours. Donc soyez attentifs. En tous les cas, les premiers mots sont essentiels et la conclusion souvent est essentielle. Donc si vous avez manqué tout le milieu, c'est pas grave. L'important, c'est au moins de reprendre quelque chose que l'autre a dit. Parce que lui-même ne sait plus tout à fait ce qu'il a dit. Mais d'entendre ne serait-ce qu'un des 100 mots qu'il a pu prononcer, ça va être très important pour lui. Parce qu'il va se sentir de cette manière-là entendu et reconnu. Alors, reformulation, clarification. Là, avant de lire, est-ce que j'aimerais que vous essayiez de deviner un petit peu ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous voyez tous l'arme pointée par cette dame sur ce monsieur qui a l'air un petit peu interloqué? Prenez 10 secondes, 30 secondes pour imaginer ce qu'elle va lui dire. Faites-vous un film. Faites-vous un film. Ça y est? Tout le monde a un petit scénario? Bon. Daniel va vous révéler ce qui s'est réellement passé. J'aurais aimé que tu sois, quand je t'ai rencontré, un artiste pauvre et malade. Je t'aurais soigné, je t'aurais aidé de toutes mes forces. Nous aurions eu des périodes de découragement, mais aussi des moments de joie intense. Je t'aurais évité, dans la mesure de mes possibilités, tous les 1001 tracas de la vie afin que tu te consacres à ton art. Et puis, petit à petit, ton talent se serait affirmé. Tu serais devenu un grand artiste, admiré et adulé. Et un jour, tu m'aurais quitté pour une femme plus belle et plus jeune. C'est ça que je ne te pardonne pas. Bon.
Qu'est-ce que vous voyez à travers cet exemple? Est-ce que vous aviez imaginé ça? Non. Qu'est-ce que ça montre? C'est que quand je comprends vraiment ce que la personne voulait dire, c'est toujours beaucoup plus riche que ce que j'aurais pu imaginer. Mais il n'y a qu'elle qui puisse me le dire. Donc c'est essentiel de prendre le temps d'aller jusqu'à la clarification et comprendre réellement quelle était l'intention de la personne. Alors, dans notre métier, il existe aussi une reformulation qu'on pratique tout le temps. C'est la reformulation qualification, on va dire technique. On va transformer en mots techniques, en droit, des informations que le client nous donne en fait, avec son propre langage. Attention, c'est aussi une limite, quand on est en réunion de A4, notamment, à la possibilité de compréhension de nos clients, quand on s'entend reprendre notre langage technique et qu'on écarte, on reformule le langage du confrère ou du client avec un langage technique. Donc c'est une reformulation transformation. On le passe par un moulinet que l'autre ne maîtrise peut-être pas. Il faut faire très attention. Il faut plutôt faire l'inverse. Alors, par quoi est-ce que je commence quand je reformule au niveau verbal? Première des choses à dire, c'est vous l'avez déjà fait. Si je vous ai bien compris. Donc je précise que je vais essayer de rentrer dans le cadre de référence de la personne. Je vais essayer de le traduire, de le reformuler. Et pour finir, est-ce que c'est bien ça? Vous vous souvenez du schéma de la communication? Je suis récepteur du message de la personne. J'émets une reformulation. Et je demande à la personne de valider. Est-ce que c'est bien ça? Je lui demande son feedback. Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire? Maintenant, il y a un certain nombre de choses à éviter. On vous a listé les 5 attitudes de porteur. Et je vous rassure, vous allez les voir, tout le monde le fait. Tout le monde le fait parce que c'est une question d'habitude. Il y a aussi des filtres linguistiques, des filtres socioculturels, des filtres perceptifs qui font que naturellement, on fait comme ça. Et naturellement, ça ne fonctionne pas. Le tout, c'est de savoir l'identifier. Alors, première attitude, c'est solution. C'est-à-dire que je reformule en essayant de trouver une solution pour la personne. C'est ce que vous faites tout le temps. Tout le temps. Sauf que là, dans la procédure participative, vous n'avez pas besoin de trouver une solution pour les personnes. Vous êtes libéré de cette expertise-là. C'est à elle de le trouver par votre accompagnement, par le fait que vous soyez 4 dans une négociation raisonnée, mais ce n'est pas à vous de trouver la solution. Deuxièmement, soutien, consolation. Donc je vais m'apitoyer sur le sort de mon client. Je vais trouver que vraiment l'autre est très méchant. Non, vraiment, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Oui, c'est terrible de votre point de vue. Je comprends en me mettant à votre place. Mais et si on se mettait à la place de l'autre? Et l'autre, qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Et comme par hasard, dans tout conflit, il y a un effet miroir. C'est-à-dire qu'il y a 2 victimes, toujours. Et il n'y a pas un bourreau qui se revendique comme tel. Troisièmement, interprétation. Je vais essayer d'interpréter, je vais rentrer un peu dans sa psychologie. Alors si je comprends bien, si j'analyse bien, en fait, votre femme, si j'ai bien compris, vu sa culture, non, c'est pas la peine. Ne cherchez pas plus loin. On évite d'essayer de trouver des clés herméneutiques. On ne va pas chercher à interpréter le comportement de l'autre. Investigation. La personne vient et au lieu de reformuler ce qu'elle m'a dit, je vais aller sur un terrain connexe, annexe. Je vais m'intéresser à autre chose. Restez-en strictement à ce que la personne vous amène. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Dernier point, ça va de soi, le jugement. Le jugement, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Parce que s'il est positif, la personne va avoir peur qu'à un moment donné, il soit négatif. Et s'il est négatif, évidemment, ça va la braquer. Dans les attitudes de porteur, vous avez la première attitude à éviter, qui est la solution. C'est vrai, on ne vient pas nous voir pour dire, voilà la solution, merci, prenez le package et partez.
Par contre, on est dans une recherche de solutions en groupe, à 4. Et donc, il faut avoir au préalable envisagé toutes les solutions. Et c'est vrai que pour que votre client s'approprie une solution, il faut l'emmener à imaginer la solution et travailler avec votre client ce qui serait acceptable. Donc, c'est vraiment un travail de fond. Donc, vous êtes un acteur de la solution, vous n'êtes pas la solution. Alors, pour finir, on va voir les 6 questions clés que vous pourrez travailler demain matin, les 6 questions clés que je peux poser, notamment pour m'assurer que j'ai bien compris ce que dit l'autre et aller du côté de la clarification. Alors, première des questions clés, pouvez-vous me donner un exemple ? La personne aura tendance à vous dire « ça a toujours été comme ça, il fait toujours comme ci, et puis j'en peux plus, et c'est insupportable, et ci et ça ». Vous ne pouvez pas comprendre ce que la personne vous dit tant que vous ne pouvez pas rentrer dans une forme de mise en scène. Que ça se passe à tel endroit, avec un espace, un temps donné, des acteurs. Il faut que vous puissiez visualiser ce qui s'est passé. Il faut que vous puissiez vous faire une image. Et pour ça, avoir un exemple précis de quand c'est arrivé la dernière fois. Quand est-ce que c'était le pire ? Pour vous, est-ce que vous pouvez me raconter la fois où vraiment ça a été le plus terrible, où vraiment ça a été insupportable? Donnez-moi un exemple. D'abord, ça va lui permettre de se poser sur un cas précis, et à partir de ce cas précis, vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans son cadre de référence, plutôt que si la personne dit « il a toujours fait comme ci, de toute façon il est comme ci ». Bon, on ne peut pas comprendre ce que la personne dit concrètement tant que je n'arrive pas à me faire une image de ce qu'elle a pu vivre, et ensuite lui proposer cette image. Donc moi je vois ça, est-ce que c'est bien ça? Et si les 2 images sont à peu près cohérentes, ça veut dire que vous avez compris ce que la personne est en train de vous dire. Exemple concret d'une chose qui s'est passée la semaine dernière. Je reçois une personne qui est un conflit entre associés et la personne me dit « mais de toute façon il ne m'écoute jamais ». Justement, je lui dis par exemple, il fait « rien que tout à l'heure je l'ai appelé, il était dans le TGV, j'entendais rien, il a raccroché ». Alors, dans ma tête, je me dis, TGV, ça arrive souvent que ça rapproche, donc la personne raccroche. Et je lui dis, et vous avez fait quoi? Je lui ai fait un SMS tout de suite en l'insultant, et il m'a pas rappelé. Je fais, ok, vous avez un autre exemple, s'il vous plaît? Et on a commencé à avancer sur les exemples, et c'était souvent dans des situations assez ubuesques, et je vous laisse la suite. Ça amène la deuxième question, qui est en quoi le fait qu'il ne vous ait pas rappelé implique qu'il se moque de vous, implique qu'il ne vous respecte pas. Comment le savez-vous que le fait qu'il ne vous ait pas rappelé prouve qu'il ne vous respecte pas? Principe de réalité. Troisième question qui permet de déceler les valeurs. Vous vous souvenez, le cadre de référence, besoins, croyances, valeurs. En quoi est-ce que c'est important pour vous? Je veux telle et telle chose, j'attends telle et telle chose, voilà ce que je souhaite, voilà. En quoi c'est important pour vous? Et ça permettra de passer d'une position non négociable à la négociation des positions. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas tellement ce que la personne demande, c'est ce que, en demandant telle chose, elle peut obtenir. Quelle valeur elle est en train de respecter? Quel besoin elle est en train de satisfaire? C'est ça qu'il faut que j'arrive à comprendre. Donc dès que la personne émet un souhait, ayez bien en tête ce qu'elle souhaite réellement. À quoi ça vous sert? En quoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir? Donc, en d'autres termes, pour vous, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de? Toujours pour vous. Ça ne vaut pas absolument. Ça vaut pour vous. Quatrième question, de quoi auriez-vous besoin pour? C'est la question la plus élémentaire pour déceler les besoins. Là, vraiment, c'est très important d'imaginer, de revenir sur la réflexion de la perception. Un exemple que beaucoup vont tout de suite comprendre. Il peut vous arriver de refuser de déjeuner avec un client parce qu'il va vous ennuyer, il va vous parler pendant tout son déjeuner de son dossier. Mais pour lui, c'est une manière de vous marquer éventuellement un respect. Mais pour vous, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui est important pour votre client quand il vous invite à déjeuner? Est-ce que c'est d'une manière de travailler avec vous ou de vous faire marquer son respect? Donc, selon la culture et selon la personne, c'est aussi la perception que vous en avez. C'est important dans le dialogue.
5e question, vous avez compris que, qu'est-ce que cela change pour vous? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la reformulation. La personne reformule, donc elle a l'air d'avoir compris le cadre de référence de l'autre, elle a l'air d'avoir compris quels sont ses besoins, ses croyances fondamentales, ses valeurs, donc ce qui est vraiment important pour elle. Ok, vous l'avez compris. Maintenant, ça change quoi pour vous? C'est essentiel de poser cette question pour vous assurer qu'au sein de l'espace de négociation raisonnée, dans le cadre de la procédure participative, il y aura un processus. Ce qui va vraiment distinguer la procédure participative d'une procédure judiciaire, c'est qu'il y a un processus qui se met en place. Processus, ça veut dire qu'il y a un changement qui s'opère au niveau des personnes. Un changement même infinitésimal. Il y a quelque chose qui change dans mon positionnement, dans ma façon de voir les choses, et c'est ça qui fait qu'on peut construire un monde en commun. C'est ça qui fait qu'on peut proposer une autre façon de voir les choses. Dernière question. Souvent, les personnes, il peut y avoir des blocages, et pour refuser d'avancer plus loin, ou même refuser au tout début la procédure participative, vous diront, mais voilà, si jamais je négocie avec lui, il va se passer telle et telle chose. Et donc, je ne le veux pas. Je suis sûre que... Ou alors, je ne peux pas le faire parce que... Je ne peux pas le faire parce que vous vous rendez compte. Une façon de déminer ce « je ne peux pas », c'est interdit, je ne dois pas, c'est de poser la question de « et si ça arrivait quand même, qu'est-ce qui se passerait ?» Parce que vous ouvrez une fenêtre mentale. La personne est convaincue que c'est interdit, qu'elle ne peut pas. Elle est complètement figée et dans sa tête, il y a une sorte d'interdit, de refus manifeste, d'envisager que. En lui posant simplement la question « et si ça arrivait quand même ? Qu'est-ce qui se passerait ?» Ça va lui permettre, en se visualisant, en imaginant, d'abord de contrôler la chose mentalement et ensuite de pouvoir se mettre dans une situation où, puisque ça arriverait, je peux savoir ce qui risque pour elle vraiment d'arriver, donc en quoi ça lui pose problème, qu'est-ce qui se joue réellement pour elle, plutôt que d'en rester à cet interdit. Et de même, deuxième question, et si vous ne le faisiez pas, que se passerait-il? Donc ce sont les 2 dernières questions, elles servent à déminer ou les interdits ou les impératifs. Quand j'ai un impératif, il faut absolument que. Il faut absolument que. Et si vous ne le faisiez pas, qu'est-ce qui se passerait? Ce que la personne va vous dire, elle va vous exprimer un besoin, elle va vous exprimer une croyance, elle va vous exprimer une valeur. Et donc à partir de là, vous rentrez dans son cadre de référence et en reformulant, vous allez de toute façon la sécuriser et lui permettre de trouver les solutions. Ça passe donc obligatoirement par un questionnement, donc s'intéresser à l'autre. Et l'exemple le plus commun qu'on utilise souvent, ton pull m'y fait penser, c'est l'exemple de l'orange. Vous avez, pour ceux qui ont des enfants ici et ceux qui ne connaissent pas l'exemple, bah vous allez la voir. Vous avez une orange, vous avez 2 enfants. Les 2 veulent de l'orange, qu'est-ce que vous faites? Bon, la plupart, ce que j'entends d'ici, c'est je la coupe en 2. Vous avez potentiellement fait 2 malheureux. En vous intéressant à ce qu'ils voulaient en faire, potentiellement, l'un veut le jus et l'autre le zeste, potentiellement. Donc c'est vraiment d'abord sortir soi-même de ses propres perceptions, de sa pensée, s'interroger pour pouvoir rapporter par la reformulation et le questionnement la bonne solution. Vous reverrez demain matin, en pratique, à travers des cas spécifiques, pratiques, ces différentes questions. Bon, merci beaucoup.